Yo les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme à notre habitude pour notre rétrospective des films que j'ai vus dans le mois précédent. J'ai déjà parlé du remake de Speak No Evil de 2024 et de Megalopolis de Francis Ford Coppola en vidéo individuelle. Donc si vous voulez en savoir plus sur ces films, allez voir les vidéos dédiées. Sur ce, on perd pas plus de temps, j'ai commencé le mois de septembre avec On the Count of Three. Premier film de son réalisateur, Jerrod Carmichael. On suit deux potes qui en sont venus à la conclusion qu'il n'y avait plus grand chose pour eux dans la vie. Ils décident donc ensemble de se suicider. Mais avant, ils ont encore 2-3 trucs à régler dans leur dernière journée. Et en vrai, j'ai kiffé. Ça faisait un petit peu plus d'un an que le film traînait dans ma watchlist et le pitch m'intriguait énormément. Et en vrai, c'est un petit peu comme Thelma et Louise, mais avec deux mecs ultra dépressifs. Le ton du film est quand même relativement bien géré. Il y a plusieurs moments humoristiques qui vont alléger le film et qui vont bien se mélanger dans toute la mise en scène bien sombre et lourde que le film établit. J'ai bien apprécié les personnages, surtout celui de Kevin. Il a un petit côté très enfantin et mec un petit peu perdu qui fait qu'il est très attachant. Et en plus, son style vestimentaire, je le trouvais vraiment très très cool. C'est pas un film que je peux conseiller aux gens qui sont dans une passe, psychologique un petit peu basse. Mais si vous n'êtes pas dans cette situation, matez-vous-le. Je pense que vous pouvez être très surpris. Speak No Evil 2022. Donc, j'ai traité du remake américain de 2024 dans ma vidéo individuelle, je vous invite à aller la voir, mais je voulais quand même vous parler un petit peu de l'original danois, qui est un film qui m'a bien marqué à vrai dire. Le pitch était ultra intéressant quand je l'ai vu. Une famille danoise rencontre une famille néerlandaise en vacances en Italie, et un petit peu plus tard dans l'année, les Néerlandais invitent donc cette famille à passer un week-end chez eux, sauf que ça va pas se passer comme prévu. Donc très mystérieux et intriguant, j'aime bien, et c'est vraiment un film que j'ai adoré. Déjà le rythme très bien tenu, on va avoir une montée de l'angoisse en crescendo jusqu'au climax qui est vraiment super marquant. Perso, j'oublierai jamais la fin de ce film. Je suis assez surpris d'ailleurs parce qu'au premier visionnage, je pensais perso que ça allait tourner autour du surnaturel et tous ces délires là, alors que non, pas du tout. On est vraiment dans quelque chose de très terre à terre, ce qui rend le film encore plus viscéral selon moi et dérangeant. Si vous avez jamais vu Speak No Evil, ne vous arrêtez pas au fait d'ailleurs que c'est un film danois, parce que 75% du film est en anglais, vu qu'on suit un couple danois et un couple néerlandais, ils parlent pas la même langue, du coup leur façon de communiquer ça va être en anglais, donc je vous invite à le regarder, c'est quand même assez facile d'accès. The Hitcher, un petit film des années 80, sympa mais sans plus en vrai, où l'on suit un jeune homme qui doit livrer une voiture à l'autre bout du pays, mais il tombe sur un autostoppeur qui s'avère en fait être un tueur en série. Et à vrai dire ça commençait très bien, je trouve le concept est cool, malgré qu'il soit pas super incroyable non plus. Le plus marquant dans le film ça va être à mon avis le personnage de Rutger Hauer, je sais pas comment se prononce ce nom, qui joue l'autostoppeur, vous le connaissez sûrement à cause de son rôle ultra mythique de Batty dans Blade Runner. Et hormis ça, à partir de la deuxième moitié du film, je me faisais méga chier. Il y a un gros problème de rythme selon moi et j'avais un petit peu du mal à croire ce qui se passait aussi dans le climax avec toute la course-poursuite et tout le bordel. Bref, vers la fin c'est un petit peu trop gros pour moi, avec un problème de rythme assez conséquent, on sent le temps passer et je trouve que c'est un petit peu dérangeant. Bref, en vrai j'aurais dû me mater Duel de Spielberg, c'est un petit peu la même chose du coup. The Vanishing, on suit un petit couple néerlandais qui s'en vont en vacances dans le sud de la France. Ils s'arrêtent sur une aire d'autoroute pour faire le plein d'essence et de provisions, et au moment où mademoiselle va chercher des trucs à boire dans la station-service, elle disparaît. On suit donc son mec, cet homme de 3 ans plus tard, après la disparition de sa femme, qui ne lâche pas le morceau et qui veut comprendre ce qui s'est passé, pas en mode vengeance, mais vraiment juste qu'est-ce qui s'est passé, il veut juste savoir en fait pour pouvoir vivre en paix avec ça. Et en plus de ça, on va aussi suivre le point de vue du kidnappeur, le voir pratiquer son mode opératoire, ses phrases d'accroche, etc. Et j'ai bien aimé les deux points de vue. La mise en scène fait un très bon boulot pour qu'on ne remarque pas ce qui se passe, c'est vraiment très malsain jusqu'au moment en fait où c'est trop tard. Franchement très original comme film, j'ai vraiment passé un très bon moment. Il dure pas très longtemps non plus, on est vraiment sur un 1h30, 1h40, donc ça passe assez vite. Et si vous l'avez jamais vu, c'est franchement très sympathique, je peux vous le conseiller. One Hour Photo. On suit Robin Williams qui joue le rôle de Cy, de Photo Guy, un employé qui s'occupe de faire le développement de photos chez Walmart. Bon, dans le film c'est pas Walmart parce que ça leur aurait fait une très mauvaise pub, mais c'est clairement un Walmart, détail, et ça fait longtemps que le gars bosse dans ce milieu. Il y a donc une famille qui vient toujours faire développer leurs photos où ça y travaille. Il connaît donc presque toute leur vie, les anniversaires, les soirées, les voyages, bref, le mec en connaît beaucoup trop sur cette famille. Il voit tout ce qui se passe dans leur vie d'une certaine manière et il y a une sorte de curiosité morbide qui va s'installer avec la famille, car il a lui aussi l'impression d'en faire partie et de vivre tout ça avec eux.
Concept personnellement que je trouve génial, la mise en scène est ultra clinique et froide en plus, ce qui appuie vraiment l'écriture de notre personnage, travaille dans un milieu épuré, froid, sans vraiment d'âme, et ça reflète hyper bien sa vie d'homme très seul et fragile émotionnellement. C'est un pur kiff de voir Robin Williams dans ce style de rôle, ultra glauque, dérangeant, il est habillé un petit peu comme n'importe quel pédophile, le cliché de pédophile il est habillé de la même manière, et c'est littéralement une superbe représentation de ce qu'est un sociopathe en vrai, donc bonne claque pour moi perso. Barbarian, je n'attendais pas grand chose de ce film à vrai dire, mais j'étais agréablement surpris. Pitch relativement simple, une fille loue un Airbnb, sauf que quand elle arrive sur place, il y a déjà quelqu'un qui est là, et qui lui aussi a réservé ce Airbnb. Et encore, je reste en surface comme ils l'ont fait dans les bandes annonces, car ce film est un patron quand il s'agit de ne pas être prévisible, je ne savais pas du tout où le film allait m'amener, et c'est un pur kiff juste pour ça. On est vraiment sur un délire horrifique très mystérieux qui marche très bien. Je suis rentré dedans assez rapidement car le concept est relativement original. Selon moi, ça va pêcher un petit peu sur la fin car bon, il se dirige un petit peu plus sur un rendu plus sensationnaliste. Mais en vrai, j'ai passé un très bon moment devant Barbarian, donnez-lui sa chance. L'homme invisible, j'y croyais pas à ce film en vrai, la bande-annonce me donnait une vibe très kitsch et surtout que ça avait l'air d'être comme n'importe quel thriller horrifique lambda qu'on fait aujourd'hui, mais j'ai été agréablement surpris par ce projet à vrai dire, sachant que j'ai vu aucune adaptation de l'homme invisible. Bon, j'ai vu les 45 premières minutes du premier film, sorti je pense en 1935 ou 1936, j'en ai aucun souvenir, à part que les effets spéciaux étaient quand même assez cool pour l'époque, j'ai pas vraiment de souvenir de ce film, faudrait que je me le regarde. Là, faire un truc avec le mari abusif qui poursuit sa femme, je trouve que ça marche de fou, et un des trucs que j'ai le plus apprécié en fait, c'est que la mise en scène va mettre en place, que la femme à qui tout ça arrive, c'est une folle, personne ne la croit, en même temps comment tu veux la croire? Que elle se fait stalker par un homme invisible qui lui pourrit la vie, personne va la croire, c'est normal. Du coup, t'as des scènes où tu la vois qui explique ce genre de truc et tu vois que les gens la regardent en mode elle est complètement tarée la gonzesse. Et c'est ultra badant à voir en fait parce que nous on sait qu'elle dit la vérité. T'as envie de traverser ton écran pour leur dire non mais croyez-la, bordel, croyez-la. Elle se retrouve dans des situations, des fois c'est l'enfer. J'ai bien kiffé aussi le design de l'homme invisible. Dit comme ça, c'est un peu con parce que c'est un mec invisible, mais il y a un vrai truc derrière et il y a un vrai esthétisme avec ce personnage et j'ai trouvé ça très original, ça aggrave de style je trouve, donc très bonne surprise pour moi franchement. Starship Trooper, bon j'avais jamais vu Starship Trooper, c'est un truc de fou, je sais pas pourquoi, mais avec le jeu Helldivers 2 qui est sorti un petit peu plus tôt dans l'année, c'est dur de passer à côté de Starship Trooper, car Helldivers est grandement inspiré de ce film, je pense que tout le monde le sait, il était donc temps que je le vois. Et c'était exactement ce dont à quoi je m'attendais. Un film bourrin, boosté au testo. Les personnages sont kiffants, les relations entre eux marchent très bien aussi. Plusieurs petites coupures pub aussi à l'intérieur du film, avec une sorte de capsule faite pour te donner envie de t'engager dans l'armée et tout, une sorte de propagande. J'ai trouvé ça ultra bien fait, ça rajoute plein d'humour et de la compréhension sur l'univers, vraiment kiffé cet aspect de mise en scène. En termes de cast, ça marche très bien, et Denise Richards à l'époque, waouh, quelle déesse la meuf, un truc de fou. Elle rentre encore dans les standards de beauté d'aujourd'hui, c'est vraiment incroyable. En vrai, je suis tombé amoureux moi, 2-3 recherches Google après, je l'étais plus par contre. Kaizen, le documentaire d'Inox Tag, relativement long je trouve, perso je l'ai regardé en plusieurs fois, et c'est assez bien fait en fait en termes de chapitres et tout pour s'arrêter et reprendre un petit peu plus tard. Mais hormis ça, j'ai passé quand même un bon moment devant. Le truc qui m'a le plus marqué, bien entendu, hormis l'exploit d'Inox de graver l'Everest, c'est surtout en fait le terme technique du documentaire quoi. C'est ultra qualitatif, ça a grave de la gueule en termes de visuel, plus que certains documentaires à gros budget qu'on voit à la télé. Il y a quand même un bon message derrière aussi, c'est assez cool, le dépassement de soi et tout le bordel. Donc non, il y a un gros aspect shonen aussi au truc, et je pense que ça va motiver beaucoup de gens dans leur projet perso ce film, donc j'ai relativement bien apprécié, et bravo à Inox pour son exploit, c'est pas rien quoi, gravir l'Everest, je ne le ferai pas. Blink Twice, donc premier film de Zoé Kravitz, avec un concept un petit peu bizarre, la bande-annonce ne donne pas vraiment beaucoup d'infos sur ce qu'on va voir, et on plonge un petit peu dans l'inconnu, ce que j'apprécie quand même pas mal, et ça va, c'était sympa je trouve, j'y allais principalement pour Channing Tatum, je trouve trop marrant ce gars, c'est un énorme BG mais il kiffe se mettre dans des situations qui le mettent pas en valeur, du coup ça lui donne un capital sympathie de malade je trouve, et ouais, Blink Twice c'est juste sympa en vrai, mise en scène et images bien léchées,
et que j'ai quand même l'impression qu'elle voulait mettre vraiment beaucoup de choses différentes dans son film. Ça fait un petit peu un foutoir à certains moments. J'aime bien la fin, étonnamment, je voyais pas ça venir, et je trouve que c'est quand même assez original et bien réussi. On va retenir surtout l'esthétisme, voilà. Il y a un truc que je trouve dommage, il y a un personnage qui prend tout le temps des photos dans le film, on voit pas les putains de photos. Montrez les photos, merde, montrez-les. J'aurais bien aimé les voir, parce que je suis un fan voilà, de photos pellicules et tout, comme il prend dans le film, donc j'aurais aimé les voir. Gravity, je sais pas pourquoi, j'avais jamais vu ce film, sachant que ça fait maintenant presque un petit peu plus de 10 ans qu'il est sorti. Il y en a des comme ça, hein, je peux pas tout voir, donc voilà, je l'ai enfin vu. Et j'ai pas grand chose à dire sur Gravity, à vrai dire. Son plus gros point fort, comme tout le monde le sait, c'est vraiment son visuel. On est vraiment sur un truc assez impressionnant. Ça devait vraiment être incroyable de découvrir ça à l'époque en IMAX. Mais vraiment, le truc que j'ai le plus notifié de ce film, c'est que c'est vraiment le festival du poil de cul. C'est-à-dire que Sandra Bullock a une chance incroyable avec toutes les péripéties qu'elle vit dans ce film. C'est un truc de fou. À chaque fois, elle s'en sort au poil de cul. C'est sûr qu'à quelques moments, j'ai lâché des « bien sûr, mais oui, bien sûr, mais oui, on va pas nous prendre pour des cons non plus ». Mais après c'est du cinéma donc c'est normal, mais j'ai vraiment enjoy ce film et bordel qu'est-ce qui passe vite. On est vraiment sur 1h30, c'est ultra bien rythmé, il y a toujours un truc qui se passe, donc on n'a pas le temps de s'emmerder. The Hills Have Eyes. Bon, comme à mon habitude, je me mate un film d'Alexandre Aja par mois. En juillet c'était Crawl, en août c'était Piranha 3D, et pour septembre j'ai donc regardé son remake de La Colline à des yeux. Perso j'aime bien le premier de Wes Craven, mais c'est sûr bon, il est un petit peu vieillot aujourd'hui, et en vrai j'avais entendu que du bien de ce remake d'Alexandre, et je dois dire qu'effectivement, on est sur un bon remake. Prendre l'original et juste le booster sur tous ses points positifs, plus de violence, plus de morbide, c'est beaucoup plus dérangeant aussi. On va avoir le droit à de nouvelles mises à mort, par exemple, qui sont tout aussi viscérales que le premier. En termes d'esthétisme aussi, les costumes, c'est très bien réussi. On voit les prothèses bien entendu, mais elles font super bien le taf. Franchement, Aja, pour le moment, je suis vraiment pas déçu par sa filmo, je kiffe pas mal tous les films qu'il fait, et c'est aussi très récurrent dans sa filmographie. J'adore comment c'est tourné, c'est ultra texturé, ses films sont palpables, il y a des trucs à voir dans ses plans, j'aime bien, tout est toujours très wide et tout, pour nous montrer les environnements, et on sent qu'il sait mettre en valeur les environnements dans ses films, donc ça fait très plaisir à voir. On voit que le mec c'est un amoureux du cinéma, et c'est très cool. The Conversation... Bon, avec Megalopolis de Coppola qui sortait, j'étais dans l'ambiance pour me taper un de ces vieux films, et le choix s'est donc arrêté sur The Conversation. Déjà parce que, vous avez vu ce poster fait par des fans, il est beaucoup trop stylé, donc ça m'intriguait de fou. C'est pas le poster original, c'est un fan poster, mais je le trouve trop bien. Et de deux, le pitch m'intéressait énormément. On suit un ingénieur son, je sais pas trop comment ça s'appelle, mais le genre de gars que des compagnies engagent pour enregistrer des trucs, écouter les conversations des gens, bref. Il va donc écouter la conversation d'un couple pour un de ses clients, et il se rend compte que ce couple a des chances d'être assassiné. Il va donc prendre ça en main et essayer d'empêcher que ça se produise. Et j'ai vraiment bien aimé l'ambiance en général du film, avec tout ce côté du milieu audio, du wiring. Je pense que je connais pas le terme en français, désolé, je suis trop américain comme gars, yes. Mais je pensais du wiring, pour moi c'est comme ça que ça s'appelle en anglais, mais je connais pas le terme français. Donc c'est cool un petit peu d'en voir aussi de cet univers-là qu'on voit pas du tout au cinéma habituellement. Peut-être dans Blowout, un petit peu, même si c'est pas vraiment la même chose avec John Travolta, mais ça va tourner autour du son quand même. On suit donc ce perso qui joue du saxophone aussi, donc en termes d'OST, on est très bien à ce niveau-là. Interprété par Gene Hackman, qui déborde de charisme dans ce film, je trouve. Il a une putain de prestance, c'est génial. Un des seuls trucs qui m'a un petit peu dérangé pour le projet, par contre, c'est qu'il est long, et on le ressent. Et c'est un truc que j'ai remarqué avec les films de Coppola. Le Parrain 1 est victime de ça aussi. Le mec, il kiffe faire des slow burners, tu le ressens de fou dans Megalopolis interminable, et celui-ci, il fait pas exception à la règle, malheureusement. Mais en vrai, à part ça, j'ai passé un très bon moment. Battle Royale, Battle Royale, enfin, ça fait plus d'une décennie que je connais l'existence de ce film, et je ne le vois que maintenant, donc il est jamais trop tard. Et comment ne pas aimer tout ce qu'on aime du cinéma asiatique est à l'intérieur de ce film. Pas de demi-mesure, du choc, de la violence et une histoire originale, car oui, c'est original. C'est lui qui a tout lancé, en vrai, sans ce film, pas dans Hunger Games. Bon, même si la créatrice d'Hunger Games dit ne pas s'être inspirée de ce truc pour écrire son livre, après l'avoir vu, c'est difficile à croire. Hein. En vrai, elle se fout un petit peu de notre gueule, la meuf. Elle a tout repris de Battle Royale pour Hunger Games et elle va pas nous faire croire le contraire. Mais du coup, le simple fait du Battle Royale en tant que tel... Fortnite, PUBG, même le Hunger Games sur Minecraft à l'époque, les gars, on s'en rappelle, ça c'était trop bien.
Bah ça vient de ce film, sans ce film rien de tout ça existe, donc sans ce film, plein de jeunes morveux de la génération Z ne peuvent pas jouer à Fortnite, c'est un truc de fou quand même. Je comprends maintenant aussi d'où viennent les effusions de sang en mode tuyau d'arrosage qu'on retrouve dans les films Kill Bill de Tarantino, ça vient de là, je savais pas. Bon par contre, il y a quelques aspects du film qu'on m'a vieilli, comme certains effets par-ci par-là qui sont assez dégueux, hein. On voit que ça a mal vieilli quand même, et je sais pas si le 2 en vaut la peine, je vous laisse m'en parler dans les commentaires. Et pour le dernier film, Cold War, donc un film qui m'intéressait depuis un petit bout de temps, car une grande majorité du bouche à oreille autour de ce projet laisse entendre que quand tu le vois pour la première fois, ça devient automatiquement un de tes films préférés. Je me suis dit donc, let's go, pourquoi pas, je suis relativement comme tout le monde quand il s'agit de ces choses-là. Donc on va essayer quoi. Mais en vrai j'ai bien aimé, mais on va pas se le cacher, il y a beaucoup de glazing autour de ce film, du glazing en français je pourrais pas dire non plus, mais c'est du nappage, ils mettent beaucoup de nappage sur le donut quoi. Je pense que les gens qui ont pété un plomb sur ce film en font un petit peu trop. Je trouve que ça manque profondément d'impact, selon moi, par moment. À cause des ellipses temporelles, en fait, qu'il en fait tout le temps des ellipses temporelles, vu ça se déroule sur peut-être une période de 25-30 ans. Y a toujours des ellipses et ça tue l'impact de certaines scènes par moment. Bon exemple, vers la fin, il y a un des personnages qui va se retrouver en prison pendant 15 ans, donc c'est long 15 ans quoi. Et à la place de nous faire ressentir la longueur de ce moment dans la mise en scène, eh bien ça cut, autre scène, 15 ans sont passés, donc voilà. Donc impact émotionnel sur le fait que ce gars est en prison pendant 15 ans, zéro, vu que on l'a pas vraiment vécu avec lui. Et ils font toujours ça dans ce film, il y a plein de scènes de ce style, ce que je trouve très très dommage. Hormis ça, c'est une comédie romantique très originale, suivre un couple polonais entre 1950 et 1980, c'est pas quelque chose que j'ai vu souvent perso, donc c'est sûr que de ce point de vue-là, j'ai trouvé ça très original. Mais en vrai, il va pas finir dans mon top 100 quoi. Bref, c'est tout pour le mois de septembre. J'espère qu'il y aura 2-3 films qui vont vous intéresser, ou même certains que vous n'avez pas vu depuis longtemps et que je vous ai donné envie de revoir. Je vous invite à aller les remater quoi. Bref, c'est tout pour moi les gars. Je vous dis à la prochaine pour la vidéo de The Substance. Cette semaine, dans 2-3 jours, je vais essayer de charbonner ça. Bref, à la prochaine les gars. Bye.